Et bonjour à tous, ici Corben de Corben.info et je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors avant de démarrer, cher Patreon, je voudrais encore une nouvelle fois vous remercier pour votre soutien parce que c'est grâce à vous que je peux alimenter mon site, c'est grâce à vous que je peux faire ces vidéos. J'espère qu'elles vous intéressent toujours autant. N'hésitez pas en tout cas à me contacter, à me faire des retours, etc. Il n'y a pas de souci, je les prends avec plaisir, je les lis et quand je peux, j'y réponds. Alors de quoi on va parler aujourd'hui? Eh bien on va parler d'un sujet dont personne ne parle en ce moment, c'est l'IA. Non, mais oui, on va parler d'IA. Désolé, tout le monde en parle, c'est un sujet qui est assez brûlant et qui est passionnant, qui est très intéressant. Moi, je fais que ça depuis des semaines maintenant. Et dans les médias, on voit surtout apparaître un terme qui vous a peut-être interpellé, qui s'appelle les AGI. AGI pour Artificial General Intelligence. Donc, intelligence artificielle générale. Alors, c'est quoi une AGI? Ben, pour l'instant, c'est un mythe. C'est un truc qui n'existe pas vraiment. Mais l'idée, c'est de dire, voilà, on a une intelligence artificielle qui est capable de raisonner, c'est-à-dire de prendre du recul sur ce qu'elle propose, etc., de réfléchir d'une certaine manière, et puis surtout de faire des actions dans le monde réel, c'est-à-dire de pouvoir écrire, publier des choses, installer des applications, s'améliorer, etc. Alors je vous rassure, on en est encore loin, mais il y a des protos qui sortent qui sont assez intéressants, et je voudrais tout simplement vous en parler. Alors je vais partager mon écran et on va regarder ça ensemble. Donc une des plus connues s'appelle AutoGPT, donc Autonomous PT4 Experiment. Donc voilà, une expérience, on va dire ça comme ça. C'est un projet qui est développé en Python et qui utilise OpenAI. Donc vous savez, GPT-4, ChatGPT, ce genre de trucs. Et alors comment ça fonctionne? En fait, c'est un programme qui, en plus d'utiliser GPT-4, va avoir accès à Internet. C'est-à-dire qu'il est capable de faire des recherches sur Google, de collecter de l'information. Il est capable de stocker cette information de manière long terme ou court terme dans une espèce de mémoire en ligne. Il est capable d'aller sur des sites web, de chercher du contenu, etc. sur différents sites, sur différentes plateformes. Et puis, il utilise aussi GPT 3.5 pour des tâches un peu plus de bas niveau, c'est-à-dire de faire des résumés, faire des choses comme ça. Alors, pour faire tourner ce truc, je vous propose qu'on l'installe ensemble. Mais pour faire tourner ce truc, vous allez avoir besoin d'une clé OpenAI pour avoir accès. Voilà, donc ça va vous coûter un petit peu de sous. Et d'une clé Pinecone. Alors, c'est quoi Pinecone? C'est un site, un service qui propose une espèce de mémoire pour intelligence artificielle. Parce que vous le savez, quand vous allez sur ChatGPT, vous êtes vite limité à je sais plus combien de caractères, mais ça doit être genre 8000 ou un truc comme ça, 8000 caractères. Et donc, il faut sans cesse lui rabâcher des choses parce qu'il oublie, même si dans la même session, on va dire, on a un contexte qui s'établit, il oublie quand même tout ce qu'il a fait avant. Et donc, Pinecone est là pour remédier à ça. Et ce service se présente comme une mémoire pour IA. Alors, c'est payant et gratuit, c'est-à-dire, voilà, sur les tests qu'on va faire, le compte gratuit suffit. D'ailleurs, je vais supprimer celui-là parce que vous pouvez créer qu'un seul index à la fois. Donc, voilà, je vais supprimer par rapport à mes tests précédents. Mais si vous voulez après avoir plus de trucs, il faudra passer à la caisse. Donc, il vous faudra une clé API que vous trouverez ici. Voilà, vous pouvez créer votre clé API. Côté OpenAI, il vous faudra également une clé API. Puis voilà, et puis je vous propose qu'on passe à l'installation. Donc, j'ai ouvert un terminal. Comme tout bon projet libre, on va utiliser Git, cloner en fait le dépôt. Donc, je vous montre rapidement aussi comment ça se passe. Donc, on fait un git clone suivi du nom du dépôt, torrentulino/auto-gpt.git. Et donc là, normalement, j'ai un répertoire qui s'est créé qui s'appelle AutoGPT. Donc si je vais dedans, je vois, voilà, j'ai des fichiers, etc. Pour plus tard, je vous le dis tout de suite, mais ça sera fait comme ça. Admettons que vous y retourniez, vous avez des bugs, etc. Vous y retourniez dans quelques semaines ou dans quelques jours. Vous pouvez faire un git pull. Ça va aller chercher en fait les dernières nouveautés sur le dépôt Git et vous les appliquer. Maintenant, il y a un truc intéressant, c'est qu'on a des fichiers cachés. Vous les voyez pas, mais ils sont là. Ces fichiers commencent par des points. On a notamment ici un point .template. C'est un modèle d'environnement. Donc on va le renommer, le copier ou le déplacer comme vous voulez. Donc .env.template en .env. Ok. Et je vais avec l'éditeur Nano éditer mon .env. Donc là j'ai pas mal de critères différents. Donc on va les regarder vite fait. On a ici une commande qui s'appelle execute local commands. Est-ce que l'outil est capable d'exécuter des commandes sur votre système? Ça peut être dangereux, mais bon, moi je suis un fou, donc on va dire oui. C'est là où ça devient intéressant en fait, c'est quand il est capable d'exécuter des trucs sur votre système. Donc moi j'ai mis true, et ensuite ici je vais mettre ma clé OpenAI. Donc ça vous le verrez pas parce que j'ai pas envie de vous montrer ma clé, mais voilà. Azure, ça je m'en passe. Les modèles, ils utilisent GPT-4 et GPT 3.5 Turbo, donc ça ok. On a des histoires de tokens, tout ça on n'y touche pas. Ensuite on a la mémoire. Donc par défaut, effectivement, c'est une mémoire locale et on peut aussi mettre ici
Pinecone qui va être utilisé pour stocker des choses plus long terme, on va dire. Vous pouvez également monter un Redis si ça vous chante. Voilà, c'est possible aussi. L'outil est également capable de produire des images. Donc, il utilise DALL-E. Voilà, l'API de DALL-E pour produire des images. Donc, voilà, on peut changer ça si on veut. Il peut utiliser aussi Stable Diffusion, mais pour ça, il faudra une clé API de Hugging Face. DALL-E fait des choses un peu moins bien que Stable Diffusion, donc je vous invite à mettre une clé API de Hugging Face. Pour la recherche, c'est pareil, on part sur Google. Donc Google, par défaut, il va l'utiliser sans clé API, mais si vous vous retrouvez bloqué, notamment avec une erreur qui est, je crois, l'erreur 429, il faudra demander à Google une clé API. Donc voilà, vous la mettez là, et puis c'est bon. Le TTS Provider, bon bah ça, si vous voulez que l'IA vous parle, vous pouvez l'activer. Donc sous macOS, voilà, on peut la faire parler. J'en ai pas besoin. Et Eleven Labs qui permet d'avoir des voix un peu plus évoluées, plus IA, etc. de meilleure qualité. Pareil, il vous faudra une clé API, vous pouvez l'intégrer. Donc moi, ce que je vais faire, c'est je vais juste mettre ma clé Pinecone ici, même si je suis pas forcément obligé pour des tests. À vrai dire, je vais peut-être même pas le faire, on n'est pas obligé. Voilà, ça c'est si vous avez des choses un peu plus long terme que vous prévoyez de faire. Et je vais surtout mettre la clé OpenAI ici. Une fois que j'aurai mis ma clé, je ferai simplement CTRL-O pour écrire le fichier, pour enregistrer le fichier, et CTRL-X pour quitter Nano. Donc voilà, ma clé API est bien rentrée. Maintenant, ça se passe au niveau ici de script. Donc je vais faire un petit ménage, voilà, je vais appeler la commande Python 3 script, et dans script on a plein de fichiers, mais on a notamment main.py qui est là, donc je vais appeler main.py. Alors ça met un petit peu de temps à se lancer, mais c'est normal puisqu'il fait plein de checks, il crée des fichiers, il crée des dossiers, etc. Et voilà, donc là il me dit quoi? Il me dit bienvenue sur AutoGPT, entre le nom de ton IA et son rôle. Donc on va commencer soft, on va commencer petit. J'ai fait beaucoup de tests avant d'enregistrer cette vidéo, donc j'ai cramé déjà beaucoup de forfaits chez OpenAI, évidemment ça coûte des sous. Enfin je dis ça va encore, j'ai joué hier toute l'après-midi avec, et ça m'a coûté 4 $ et des poussières. Donc ça va, on n'est pas non plus sur, c'est pas des millions d'euros quoi. Rassurez-vous, vous avez de la marge. Et de toute façon, sur OpenAI, on peut mettre des limites. Donc vous pouvez limiter, par exemple, tous les mois à 10 balles de forfait en gros, et ça n'ira pas au-delà. Donc vous pouvez éclater, enfin vous éclatez, etc. et vous serez pas ruiné. Donc moi je vais l'appeler Tweet API par exemple. On va prendre un truc simple. Donc Tweet API, je vais dire, c'est une IA qui est conçue pour de manière autonome écrire un tweet et le sauvegarder dans un fichier. Et là, il me demande 5 buts. Alors 5 buts, donc je vais dire par exemple collecte des informations sur, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? L'intelligence artificielle. On va pas mettre des informations, on va mettre les dernières nouvelles sur Google News par exemple. Et écrire un tweet sur la best news et sauvegarde le tweet dans un fichier. Alors je lui parle en anglais, vous pouvez lui parler en français, c'est possible aussi, mais ça marchera moins bien. On peut aller comme ça jusqu'à 5 buts. Donc, je vais pas en mettre 5, j'en mets que 3 et je vais m'arrêter là. Donc, je vais faire entrer et c'est parti. Donc là, il dit clairement qu'il est thinking, c'est-à-dire il réfléchit. Donc, c'est assez rigolo. J'ai pas mis de clé Pinecone, donc il stocke tout dans le cache local. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, voilà, je pense à ça. Par rapport à ce que je dis, il dit, je vais commencer par une recherche Google pour voir les dernières news sur l'AI. Très bien. La recherche Google, c'est la meilleure moyen de collecter des informations sur les dernières news. Ok, donc voici son plan d'action. Faire une recherche Google pour trouver des news. Évaluer les articles et choisir les news les plus pertinentes. Écrire un tweet informatif à propos du sujet et sauvegarder le tweet pour un usage ultérieur. Donc là, il se critique aussi lui-même. C'est-à-dire, j'ai besoin d'être sûr que je choisis la meilleure news, pas seulement le premier résultat. Donc voilà, je dois aussi être sûr que la langue utilisée dans le tweet est appropriée pour une audience globale, générale. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est de voir, en fait, comme il discute avec lui-même quelque part et avec OpenAI, en fait, avec ChatGPT, des fois, ChatGPT lui renvoie des réponses qui sont pas bien formées. C'est-à-dire que voilà, il met pas forcément les formes au niveau de sa réponse parce que lui doit lui demander des résultats, des réponses au format JSON. Et pour l'avoir testé en direct, GPT-4 va dire oui, d'accord, pas de souci, voici ton format JSON. Alors le JSON il est très cool, mais le oui, d'accord, enfin la petite phrase qu'il met avant, ça casse en fait le truc. Donc l'outil est capable de réparer ça automatiquement et donc de récupérer le bon JSON, les bonnes données. Donc là, il va lancer une recherche. Donc sa prochaine action, c'est lancer une commande. Parfois, il lance pas de commande, hein. Parfois, c'est juste il s'interroge. Lancer une commande, donc c'est-à-dire Google. Il y a des commandes prédéfinies, hein, notamment aller sur Google ou par exemple récupérer de l'info sur un site ou par exemple écrire un fichier, etc. Et en argument, il va chercher AI News, ok. Et ensuite, j'ai plusieurs choix. Moi, je peux faire Y, yes, pour aller à l'étape suivante. Y-N, donc par exemple, si je fais Y-10, en fait, il va m'enchaîner 10 étapes automatiquement en parfaite autonomie. J'ai pas à intervenir à chaque fois. J'ai pas besoin de dire oui, vas-y, fais la prochaine étape. Si je fais N, je sors du programme. Et si j'écris un message, je peux réorienter l'API. Je peux lui dire, par exemple, non, en fait, je veux plus des news sur l'AI, je veux des news politiques ou sur la tech ou ce que je veux. Donc là, je vais faire juste Y pour passer à l'étape suivante. Alors visiblement, un truc qui a changé ici, c'est que la clé API
API est nécessaire. Dans mes tests précédents, elle n'était pas nécessaire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une clé chez Google API. Le script en fait a changé depuis mes tests hier et ce matin. Et visiblement, la clé Google API est devenue nécessaire. Donc pour avoir une clé Google API, on va se le faire ensemble, il n'y a pas de souci. Il faut aller dans console.cloud.google.com. Et là, on a un accès rapide vers les API. Il faut aller dans identifiant ici à gauche. Et là, on va créer des nouveaux identifiants. Donc je vais créer une clé API. De l'autre côté, moi, je vais éditer mon fichier .env et je vais rajouter ma clé dedans tout simplement. Nano. Et donc c'est ici au niveau de la section Search Provider qu'on va pouvoir rajouter la clé API et l'ID custom pour le moteur de recherche. Alors, je sais pas si j'aurai les deux, on va voir. Donc moi je fais ça, je sauvegarde et je vous reprends tout de suite. Il y a un autre truc à activer aussi, c'est la recherche. Donc en fait, quand vous êtes ici dans les API services, on a ici la bibliothèque. Et là on peut chercher en fait des services à activer ou pas. Et donc moi je vais chercher Custom Search API. Donc voilà, je tombe là-dessus, très bien. Et là je vais l'activer. Donc j'active ça sur mon projet en fait. Il faut se créer un projet, si vous n'avez pas, normalement il en crée un par défaut, mais voilà. Moi, j'y ai pas touché, hein, j'ai fait le truc comme ça. Alors ensuite, je suis pas familier beaucoup avec la console Google Cloud, donc je vais vous donner carrément l'adresse parce que je sais pas comment on y accède depuis ici. Mais vous allez aller sur le site programmablesearchengine.google.com, voilà, et vous allez tomber là-dessus. Là-dessus, c'est là où vous pouvez créer vos moteurs de recherche. Donc je vais me créer un nouveau moteur de recherche, je vais l'appeler GPT. On autorise la recherche sur l'ensemble du web, on peut lui faire rechercher des images, on va activer le Safe Search pour pas qu'il me remonte des trucs un peu glauques, et je vais faire créer. Donc là, quand je reviens au niveau des moteurs, j'ai bien mon moteur GPT qui a été mis. Quand je regarde là-dedans, on l'a vu tout à l'heure, mais j'ai un ID. Ici, voilà, j'ai un ID, donc je prends cet ID et je vais aller le coller dans mon fichier de conf au niveau du paramètre. Je vous le montre ici, là, Custom Search Engine. Je vais sauvegarder mon fichier et je vous retrouve tout de suite. Maintenant, je vais pouvoir relancer tranquillou mon script. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'il garde en mémoire ce qu'on a fait avant. En tout cas, la façon dont je l'ai configuré avec son nom et ses buts, ses goals, là, les tâches que je lui ai données. Donc j'aurais pas besoin de les retaper. Voilà, donc là, il me remet la même chose. Donc je lui dis oui, je veux continuer. Donc il va aller voir dans son cache local les trucs auxquels il a pensé et il va repartir là-dessus. Donc recherche Google, cette fois on va voir si ça passe avec ma clé API. Et là ça a fonctionné. J'ai bien une recherche Google qui me renvoie des sites d'actu qui parlent d'intelligence artificielle. Donc là il va analyser, en fait il le dit, hein, je vais analyser les résultats de recherche pour retrouver la meilleure news. Ok, très bien. Donc il va analyser le contenu et ensuite il va voilà. Donc là il va naviguer, browse website, sur le premier site du MIT pour essayer de trouver des trucs. Alors je préfère analyser les commandes une par une pour que vous puissiez voir un peu le cheminement. Et donc on voit bien qu'on a là finalement un logiciel qui est capable d'utiliser l'intelligence artificielle pour comprendre ce qu'il va chercher sur internet et d'en tirer le meilleur. Donc là il fait rien, là voilà, la commande c'est ne rien faire, mais il a quand même du boulot là. C'est en fait quand il fait rien, en fait c'est juste il discute avec OpenAI pour essayer de formuler la chose la mieux qu'il peut. Donc son plan c'est de faire un résumé des news du MIT en respectant une limite de caractère et en faisant un truc on va dire de qualité. Alors parfois il rencontre des problèmes, il n'arrive pas à parser, comme je le disais tout à l'heure, la réponse d'OpenAI, donc il s'adapte, il va essayer de modifier un peu son truc. Donc là on voit, c'est marrant parce que là il m'a carrément craché le JSON en fait, et donc il y a un bug dans son JSON, donc il va essayer de s'auto-réparer, en tout cas de comprendre ce qu'il y a dans le JSON. Donc là on part sur de la correction d'erreur en fait finalement. Donc ça peut être plus ou moins long en fonction de ce qu'il rencontre comme erreur, mais si vous le mettez en automatique avec Y-10, ou Y-100, il va faire 100 étapes comme ça, et normalement il devrait se trouver au bout d'un moment. Donc là voilà, là il a trouvé, il a réussi, et donc maintenant il se dit tiens, je vais pas juste faire un tweet, je vais essayer de trouver des astuces pour faire des tweets qui sont successful, qui vont cartonner. Donc il va au-delà en fait un peu de ce que je lui ai demandé, parce que moi je lui ai juste demandé un tweet, mais lui il se dit non, je vais pas faire juste un tweet, je vais faire un tweet de ouf. Donc il va collecter de l'information sur comment on fait un tweet, parce qu'il en sait rien. Il part sur le site de Forbes, récupérer un article pour trouver les meilleurs moyens de faire un tweet. Donc ça c'est à la fois un avantage et un inconvénient, c'est-à-dire que on a quelque chose qui est assez poussé, qui va on va dire poser des questions, s'auto-améliorer, etc. Mais il va tourner un peu autour du pot. C'est un peu ce que je reproche à cet outil, c'est que parfois il tourne tellement autour du pot qu'on n'a pas le résultat attendu. Donc on va voir déjà si on y arrive, mais là ça devient intéressant. Là il dit j'ai fait mon tweet et je vais l'écrire dans un fichier. Donc, vous voyez, on a la commande write to file. Donc comment on peut savoir s'il va l'écrire bien comme il faut dans le fichier? C'est simple, j'ouvre le dossier AutoGPT qu'il m'a créé et dedans j'ai un workspace. Vous voyez, AutoGPT workspace. On va se le mettre de côté ici et on va voir si un nouveau fichier arrive dans ce répertoire. Donc là je vais dire oui, vas-y, envoie. Et là il crée le tweet. Enfin il crée en tout cas le fichier qui va contenir le tweet. Alors je vais pas donner le nom du fichier, il l'a créé tout
tout seul le tweet.txt, très bien. Et c'est pas fini. C'est-à-dire que là, j'ai bien mon tweet, mais il va l'évaluer. Alors, on va le regarder avant de passer à la commande suivante. Voilà, il a écrit un tweet. Le MIT cherche des techniques, machin, etc. Bon, de la manière d'utiliser la technologie pour développer des nouveaux matériaux et contribuer aux efforts de vaccination Covid. Très bien. Bon, c'est pas le tweet de mes rêves. Peut-être que mes goals et mon prompt initial n'étaient pas très détaillés, mais bon, ça nous fait quand même un résultat. Je pourrais, dans l'absolu, en fait, carrément lui dire même de le poster à ma place. C'est-à-dire, si je lui fournissais les clés API de mon compte Twitter, si je lui fournissais, tout ça, pourrait quelque part tweeter pour moi. Donc là, il va vérifier que le message n'excède pas la limite de caractères de Twitter, les 280 caractères. Donc il a une fonction, en fait, il y a une commande d'évaluation de code. Et là, il va me recréer un fichier qui est plus optimisé avec plus de, le meilleur caractère. Donc il va écraser mon fichier. Ça y est, je crois qu'il l'a fait là déjà. Et donc je vais me retrouver avec un tweet qui est légèrement différent. Effectivement, c'est légèrement différent. Ça se terminait par la vaccination Covid. Il est différent. Il est même plus long en fait parce qu'on remplit les 280 caractères. Et là, il me dit j'ai fini la tâche. Donc je vais faire yes. Voilà. Et il s'arrête. Donc il a rempli la tâche. Je lui ai demandé d'aller chercher de l'info et il m'a rédigé un tweet. J'aurais pu lui demander de le traduire en français aussi. Il l'aurait fait. Mais je me retrouve avec mon tweet qui est écrit. Donc à partir de là, on peut produire du contenu. Maintenant, je vais vous montrer un autre exemple que moi j'ai beaucoup aimé, qui a bien marché hier. J'espère que ça va le faire aussi aujourd'hui. C'est on va lui faire créer carrément un programme. Alors on va pas faire un truc trop compliqué parce que sinon il va se perdre. C'est vraiment AutoGPT marche très bien pour des petits trucs simples. Pour des choses trop compliquées, ça va être long, pénible, il va tourner autour du pot, etc. Donc je le relance, je lui dis non, je veux partir sur un truc de base et je vais l'appeler Coder AI. Et donc je vais lui dire que c'est Coder AI, c'est une IA qui est conçue pour développer compiler des programmes en C. On va mettre un S à programmes. Ok. Donc là, maintenant, je vais dire, je veux écrire. Je lui dis, je veux un Hello World qui dit Hello Corben. Voilà. Et je lui dis de compiler le code. Voilà. Et je m'arrête là. Donc on va voir ce qu'il va nous faire. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais passer les étapes de manière automatique. On va utiliser le Y-quelque chose. Comme ça, vous allez voir comment ça s'enchaîne. On regardera quand même ce qu'il me fait. Donc là, je vais faire Y-10. Allez, partons sur 10. Pendant qu'il bosse, on va regarder un peu ce qu'il propose. Donc là, il me dit, voilà, il comprend que le but, c'est de créer un programme en C, écrire le C, compiler le code. Je suis confiant dans mon plan, mais je dois optimiser le process, etc. Donc bref, il réfléchit. Et là, il écrit du code et il l'évalue. Donc on a bien un code ici avec include stdio, etc. Et il met bien hello Corben en très bien. Là, ensuite, il évalue le code. Consider using more descriptive function. Donc, il essaye de voir s'il peut pas changer un peu le code pour que ce soit un peu plus descriptif. Peut-être mettre des commentaires dedans, des choses comme ça. Donc, on va voir. Donc, il m'a mis un petit commentaire, hein, voilà, affiche un message de félicitations à l'utilisateur, etc. Très bien. Il enchaîne, vous voyez, il enchaîne, il m'attend pas. Il n'a pas besoin de moi. Il a optimisé le code et là, il se dit maintenant, je vais le compiler. Mais de quoi j'ai besoin? Eh bien, j'ai besoin du compilateur GCC, très utilisé. Et donc là, GCC, alors, chez moi, il est installé, donc ça va fonctionner. Quand j'ai fait mes tests hier, il n'est pas installé, je crois, et donc il l'a installé, il me semble, avec la commande brew sur macOS. Je suis pas sûr, peut-être je vous dis des bêtises, mais bon, bref, normalement, il l'installe s'il n'est pas disponible. Là, elle est dispo. Donc, il a exécuté la commande GCC pour compiler. Et il me dit, ah, il n'y a pas de fichier hello.c. J'arrive pas. Parce que moi, j'ai oublié un truc dans mes goals, là, c'est de lui dire sauvegarde le fichier. Enfin, sauvegarde le hello.c. Donc là, il est en train de chercher le hello.c. Donc, il a fait une regex pour trouver hello.c. Il trouve pas. Il trouve qu'un fichier qui s'appelle tweet.txt. Ok. Il réévalue son code. Je sais quoi, il relance, mais il me fait pas de sauvegarde pour l'instant. On va voir s'il s'en sort. Là, il boucle un peu. Alors, ce qui est dommage, je trouve, avec cet outil, c'est que, effectivement, au niveau de la répétition, là, il est en train de refaire un peu les mêmes choses, donc il va peut-être possiblement refaire les mêmes erreurs. On va voir. Et après, c'est ma faute, je vais pas dit de sauvegarder le programme, donc on va voir s'il s'en sort. Alors là, ça devient intéressant. Regardez, il m'a créé le fichier hello.c. Donc, au bout d'un moment, il a compris. Il m'a dit, ici, voilà, il a fait une recherche du fichier, il a pas trouvé de fichier hello.c, ou en tout cas qui contenait le terme hello.c. Donc, il dit, ça n'existe pas sur le système. Donc je vais le créer. Voilà, il s'est débrouillé au bout d'un moment, il a trouvé. Et donc c'est parti. Il m'a écrit un fichier hello.c. Donc moi je vous propose c'est qu'on aille le voir le fichier. Voilà, donc j'ai ça, classique. Voilà, c'est un Hello World, rien de spécial. Mes 10 étapes se sont terminées, donc je vais faire, on va les passer à la main maintenant. Et là, il dit carrément, on va le compiler. Et voilà, j'ai le programme qui a été compilé. Il l'exécute. Je pense qu'il va l'exécuter, on va voir. En tout cas, voilà, il l'a compilé. Donc j'ai bien un fichier ici qui a été
créé, qui a été compilé directement sur mon système. Donc là, il réfléchit au futur. Il dit voilà, je voudrais que mon code soit plus modulaire, je voudrais faire des tests sur mon code pour être sûr qu'il s'exécute bien, etc. Donc on peut comme ça le laisser faire mieux quelque part que ce qu'il a fait. Mais je vous propose qu'on l'exécute déjà pour voir ce que ça donne. Je vais ouvrir un nouveau terminal, je vais agrandir un peu. Alors là, visiblement, il m'a refait un code, il veut recompiler. Mais avant qu'il recompile, si jamais il a cassé le code, on va lancer le truc. Et voilà, et le programme fonctionne. Donc c'est là où ça devient vachement plaisant finalement, ce genre de truc. Parce que on pourrait se dire qu'à terme, on aurait des logiciels qui se créent un peu tout seuls. Je pense, bon alors après, c'est pas forcément des bonnes pensées, hein, mais on peut parfaitement imaginer ce genre de programme sous la forme d'un virus qui irait interroger Internet, trouver des failles, qui irait chercher, là il va l'exécuter, je continue, qui irait chercher quel est le type d'OS utilisé, quels sont les logiciels en place, comment on trouve des failles dessus, etc. Et pouvoir quelque part créer des programmes ou interagir avec le système de l'autre pour faire des choses dessus, récupérer de la donnée, exfiltrer de la donnée, lancer des tâches pas très cool, etc. Donc là, je laisse terminer. Il me dit la tâche est complète, donc il a fini. Donc il a quand même retesté le code, il a lancé la commande, il a vu que la commande, regardez, là il l'a lancé en fait, execute shell, il a lancé son propre code. C'est-à-dire que je lui aurais fait coder un virus, je sais pas si c'est possible, j'ai essayé, mais si je lui aurais fait coder un virus, il l'aurait carrément lancé. Donc c'est totalement possible en fait. Donc là voilà, on est sur un premier exemple, enfin un deuxième exemple super intéressant de programme qui fait sa vie en fait, qui fait sa vie avec OpenAI. Alors c'est pas ouf hein, en termes pour l'instant de fonctionnement, mais on est sur le début d'un truc quand même. Globalement là, tout ce que je viens de faire avec vous, ça m'a coûté 0,06 dollars, 0,6 cents en fait. Donc ça va, c'était pas la ruine comme je vous le disais. Donc ça c'était pour AutoGPT. Il y a un équivalent qui s'appelle Baby AGI. Je vais pas vous le montrer spécifiquement parce qu'il est pas spécialement ouf, parce que lui pour le coup il tourne en boucle, hein. Il s'arrête jamais. En tout cas moi je l'ai pas vu s'arrêter, je l'ai testé aussi pas mal et il est plus petit, voilà, il tourne en boucle, etc. Mais vous pouvez un œil avec, peut-être qu'il a évolué aussi depuis que je l'ai testé. J'ai d'ailleurs contribué au niveau du code parce que j'avais un bug, il voulait pas se lancer, donc je l'ai corrigé, j'ai contribué, donc normalement dans les pull requests il doit y avoir mon nom quelque part. Voilà, c'est ici, ça c'était ma petite contribution dont je suis très fier. Alors c'est ça aussi que ça me permet de faire finalement l'IA, c'est que moi je suis pas développeur et quand j'ai un problème, je peux soumettre le problème à l'IA finalement, avoir un correctif et puis après contribuer à des projets open source de manière tout à fait naturelle. Donc concernant AutoGPT, on l'a vu, on a tout fait tourner, etc. Les médias en ont beaucoup parlé, donc je pense pas que ce soit une découverte pour vous, même si je pense pas que vous l'ayez vu tourner non plus et faire des programmes en C. Voilà, là je trouvais ça intéressant, mais il y a un truc dont vous n'avez pas encore entendu parler, parce que voilà, vous suivez pas les bonnes sources, mais maintenant vous allez être au courant. C'est un truc qui s'appelle Camel. Camel, c'est chameau en anglais. Je vais enlever ça, voilà. Alors c'est quoi Camel? C'est un nouveau projet qui, pareil, c'est un projet d'IA qui utilise des agents. Donc là, en fait, on parle d'agents un peu comme l'agent Smith, effectivement, dans Matrix. C'est des programmes indépendants. C'est-à-dire c'est des IA indépendantes. Dans le cadre d'AutoGPT, ici, on était sur un jeu d'interrogation avec OpenAI et l'application prend des décisions, exécute du code, fait des trucs, etc. Donc on est sur un truc un peu mono-user, on va dire. C'est OpenAI qui décide et l'appli, elle est juste là pour orienter un peu le truc. Avec ce projet Camel, ça va un petit peu plus loin parce que là, l'idée, c'est de faire des agents, c'est-à-dire des programmes d'intelligence artificielle autonome qui vont discuter entre eux. Alors, il y a notamment une démo ici, voilà, si on clique sur la démo, alors, je sais pas si elle fonctionne, non, elle fonctionne pas, mais c'est pas grave, on va aller sur le dépôt GitHub et on va regarder un peu ce que ça propose. Moi, je l'ai testé hier, donc ça a peut-être changé depuis encore. Vous pouvez le tester dans un collab, si vous voulez. Alors, dans le collab, c'est juste une démo de discussion, mais là, ça peut être intéressant de regarder comment ça fonctionne. Et ça, c'est pour le coup, ça, c'est encore plus ouf que ce que je viens de vous montrer. C'est moins ouf parce que c'est moins impressionnant parce que ça va pas créer des programmes, mais ça va permettre à deux IA de discuter, en fait. L'image doit faire 3 teraoctets, j'ai l'impression. Donc ça part d'une idée. Voilà, là c'est vous mettez en input, développez par exemple un bot pour le marché des actions, etc. Et vous donnez des rôles en fait à vos IA. Il y a 2 IA et il y en a une, elle sera programmeur Python et l'autre, elle sera trader. Donc en fait déjà on a 2 personnes, enfin 2 cyber-personnes qui sont totalement différentes dans leur façon de penser, dans leurs attributions, leurs compétences et qui ont pour mission de développer un bot. Donc en fait, voilà, je veux développer un bot de trading avec un outil d'analyse, etc. Blablabla. Donc en fait,
ce task specifier, en fait, il va prendre l'idée de base de l'humain et il va en faire quelque chose d'un peu plus complet, plus détaillé. Donc, il va transformer cette idée à la con en une idée un peu plus précise, etc. Et à partir de là, il y a 2 rôles qui ont été créés, donc un assistant AI et un user AI. L'utilisateur, c'est le trader, c'est lui qui va utiliser le programme, et l'assistant, c'est le développeur Python. Et s'engage alors une discussion plus ou moins longue, qui parfois peut cracher aussi, entre les 2 parties, entre les 2 personnes, pour, enfin les 2 cyberpersones, pour résoudre le problème, et en l'occurrence développer ici un bot. Donc je vous propose qu'on le teste, c'est encore hyper proto, hein, donc ça peut cracher, etc. Donc là, la config ici, bon, ils utilisent Conda, nous on va s'en passer. Il faut évidemment la clé OpenAI, et on va pouvoir tester ça. Donc je me remets sur mon terminal, je vais pas créer d'environnement virtuel, je vais juste cloner le dépôt, je vais aller dans Camel, voilà, donc j'ai un dossier chameau, et ensuite il y a 2 commandes à lancer, il y a un truc qui s'appelle commit install, voilà, et ensuite on va installer les dépendances, donc avec un pip install-e. Alors je sais pas s'il utilise Python, enfin je sais pas quelle version de Python il va utiliser, donc je vais quand même repréciser ici, je vais faire un pip 3, histoire qu'on n'ait pas de problème, qu'il installe aussi pour Python 3, voilà, donc ça c'est fait. Ensuite on va lancer une commande export pour avoir notre clé API. Alors comment ça se passe une commande export? C'est simple, en fait, vous exportez la variable sur votre système, vous tapez export espace, la variable ça s'appelle OpenAI underscore API underscore key égale. Là derrière, vous mettez votre clé API et vous faites entrer. Donc je vais faire ça et puis je vous rends tout de suite. Donc voilà, j'ai modifié ma clé API et là je vais lancer le script Python, vous allez voir, je le lance ici. Alors ils ont en fait des exemples, ils ont un répertoire d'exemples et dedans il y a AI Society et il y a différents trucs, role-playing multiprocess, task generation, etc. J'ai testé différents trucs avec plus ou moins de succès. Là, c'est surtout role-playing qui va nous intéresser. Contient en fait là pour l'instant l'exemple qu'on vient de voir sur l'image avec le trader. Alors c'est Python 3, mais ça va vous donner un aperçu du truc et après on ira le modifier pour faire ce que je veux. Simple. Je vais fermer la petite fenêtre derrière qui ne sert plus à rien. Donc là c'est parti en fait. Là qu'est-ce qu'il fait? Alors il me dit voilà, voilà le système. Donc il y a un rôle assistant, développe. Là, il développe l'idée, l'autre lui répond, enfin il s'initialise en fait. Donc la tâche originale, c'est développer un bot de trading, ok, très bien. Développer, donc là, en fait ça c'est ce que l'humain lui a donné, qui est dans le script, on verra après. Là c'est ce que lui, il extrapole à partir de ce qui a été donné. Et puis finalement, ils s'entendent sur un truc à faire. Donc ok. Donc l'utilisateur dit, voilà, j'ai besoin des librairies nécessaires pour le machine learning et le stock trading. Donc l'autre, il dit, bah voilà, pour installer, tu as besoin de faire ça, etc. Donc en gros, là s'engage une discussion pour créer ce fameux bot entre 2 intelligences artificielles, une qui est développeur Python et une qui est spécialiste du trading. Et voilà, et en fait c'est cet enchaînement de discussions qui pour moi est encore plus impressionnant qu'AutoGPT, parce que quand les 2 auront fusionné, on aura vraiment un truc de malade, c'est-à-dire qu'on aura vraiment un système parfaitement autonome, capable de poser des questions, de trouver des solutions ensemble, etc. en fonction de différents rôles. Pour peu, là ils sont que 2, mais on pourrait imaginer qu'ils soient 3, 4, 5, 10, 100, et ça fait un peu comme s'il y avait 100 cerveaux qui discuter ensemble. On pourrait imaginer qu'il y ait des intelligences artificielles qui viennent de différents services. Hein. Il peut y avoir une qui tourne en local et puis 2 autres qui tournent chez OpenAI, une autre chez Google. Et on les fait discuter en fait, un peu comme on a déjà fait discuter Siri avec Alexa ou ce genre de truc. Donc là, ça donnait pas grand chose. Mais là, finalement, on mélange un peu les intelligences, parce que plus on est diversifié, mieux c'est. Et on peut comme ça pouvoir produire des choses intéressantes. Donc je vais pas faire ce bot en Python, ça sert à rien. Mais je vais éditer le fichier donc qui se trouve dans example, qui s'appelle dans AI underscore society, il s'appelle role playing, d'accord? Ok, donc là j'ai ici un prompt d'une tâche. Donc là c'est de développer un trading bot pour le stock market, très bien. Donc moi je vais carrément, alors on pourrait lui refaire faire un programme, mais bon là on vient de voir ce que ça faisait. On a vu tout à l'heure avec AutoGPT qu'on pouvait faire un truc aussi. Donc là je vais dire tiens écris-moi un poème en français sur l'été. Voilà. Au niveau des rôles ici, on a sur le dépôt GitHub la liste en fait des rôles qu'on a. Donc là on a en fait c'est dans Camel Data AI Society Assistant Role, on a toute une liste. On a des rôles user et des rôles AI Assistant. Donc le premier c'est l'assistant et le deuxième c'est le user. Donc le premier, moi je vais aller sur ça, assistant, et donc là j'en ai plein. Comptable, acteur, administrateur, artiste. Bon, peut-être pour faire un poème faut être artiste ou auteur, tiens. Ça c'est l'assistant, c'est un auteur. Très bien. On a un traducteur aussi, ça peut être intéressant. Donc moi, alors évidemment là quand on regarde par exemple on a développeur, mais là c'est bien précisé Python développeur, Python programmeur, pardon. On a programmeur, ici pardon, programmeur, mais on l'a précisé Python programmeur.
Donc dans l'absolu, vous n'êtes pas obligé de respecter en fait ce que ça dit, mais on peut être un auteur de poèmes, d'accord? Et puis là, on va mettre un French translator, voilà, parce qu'on a translator en rôle, mais on va dire que c'est un traducteur en français. Et je sauvegarde. Quitte, je relance le script. Donc là, qu'est-ce qu'il me dit? La tâche, c'est écrire un poème en français. Là, il détaille un peu plus, il dit écrire un poème qui rime en français avec 10 lignes dedans, qui capture l'essence d'une journée d'été à la plage, pourquoi pas, avec une imagerie, enfin voilà, des images vives et des détails sensoriels. Très bien, donc il est parti sur un truc un peu cool. Et donc là, il commence à bosser. Donc déjà, on va choisir une plage. Très bien, donc lui, il choisit la plage de Saint-Tropez, au sud de la France. C'est merveilleux, parce que l'eau est cristal, elle est jolie, etc. Ensuite, il dit, voilà, on va écrire une ligne qui décrit la couleur de l'eau. Okay. Donc la ligne en français, c'est l'eau cristalline scintille en bleu profond. Ok, pourquoi pas. C'est Jane Birkin qui a écrit le poème, mais voilà. Écris une ligne qui décrit la texture du sable. Le sable fin et chaud chatouille mes pieds nus. Ok. Le soleil brûlant caresse ma peau dorée, donc ça c'est pour le sentiment du soleil sur la sensation, pardon, du soleil sur la peau. Écris une ligne qui décrit le son des vagues. Voilà, les vagues s'écrasent avec un bruit apaisant, très bien. Alors c'est marrant, il met la traduction en anglais à côté, ce qui est plutôt pas mal parce que lui, comme ça lui permet de se repérer. Et donc il me fait, voilà, comme ça, son petit poème, tranquillou, en 10 lignes. Donc normalement, pendant 10, il va y avoir 10 allers-retours pour faire le truc. Alors là, c'est marrant parce que il écrit une ligne qui décrit le goût de l'eau de mer. Et lui, il dit, je suis désolé, mais comme je suis un modèle d'IA, donc là, c'est les messages classiques d'OpenAI, il dit, je ne peux pas te dire quel goût a l'eau de mer. Donc là, il change. Il dit, ouais, désolé, l'utilisateur dit, désolé, j'ai oublié que tu étais une IA, donc écris une ligne qui décrit l'apparence de l'eau de mer. Donc ça, c'est plutôt simple. L'apparence de l'eau de mer, voilà, c'est l'eau salée, étincelle sous le soleil comme des milliers de diamants flottants, évidemment. Moi, ça me fait triper. J'espère que vous passez un bon moment aussi avec moi et que ça vous fait triper tout autant que moi, parce qu'on est là sur un truc encore hyper expérimental. Voilà, c'est un pauvre script à lancer, etc. Il n'y a pas d'interaction, on n'est pas sur un niveau de chat, mais dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, ça va gravement s'améliorer. Et là, on va avoir des trucs de malade. Et donc, il dit, voilà, écris une conclusion qui capture l'essence d'un jour de soleil, etc. On va voir maintenant si... voilà, maintenant, il fait review le poème. Donc, on va tout passer en revue. On va voir s'il s'en sort, parce qu'il dit que, désolé, il peut pas review le poème. Donc, on va voir si il a une mémoire et s'il va pouvoir me recracher le poème dans son ensemble. Oui, il me recrache le poème, il est en train de le donner. Donc l'eau cristalline scintille en bleu profond, le sable fin et chaud chatouille mes pieds nus, le soleil brûlant caresse ma peau dorée, les vagues s'écrasent avec un bruit apaisant. L'odeur salée de la mer remplit mes narines, les mouettes planent gracieusement dans le ciel bleu. Alors ça rime pas du tout, mais c'est pas grave, c'est pas son truc les rimes, on le sait déjà. Et là il dit cool, il n'y a pas d'erreur de grammaire, des détails sensoriels y sont, il y a de l'imagerie, enfin voilà, des images, ça capture bien l'essence d'un jour d'été au bord de la mer, c'est super. Bravo. Là, tu dis c'était génial de bosser avec toi, c'est super, merci. On se dit merci, tout le monde est très content. Et là, tu dis est-ce que je peux faire autre chose? Non, merci, c'est bon. Et là, pareil, ils partent dans une discussion sans fin, de remerciements. Voilà, évidemment, il n'y a pas de fin, donc c'est à vous de surveiller. Que là, sinon, on est bloqué dans une loupe. Et donc là, c'est marrant parce que du coup, voilà, ils ont fini la tâche et ils se remercient et ils se rendent même compte qu'ils sont bloqués, mais ils savent pas en sortir. C'est pour ça que je vous dis, le code va sûrement s'améliorer puisqu'à un moment, on pourra en sortir comme on a fait avec AutoGPT tout à l'heure. Donc ça, c'est un exemple. On peut essayer effectivement de remodifier un peu tout ça en disant, par exemple, on va refaire un Hello World pour voir. Bon là, je vais lui demander carrément un Hello World qui dit bonjour Corben plus un mot aléatoire. Donc on va mettre random. Alors Hello Corben, je l'ai pas mis entre guillemets, mais on va le mettre entre guillemets. C'est juste qu'il faut penser à échapper, c'est-à-dire penser à mettre des anti-slash en fait avant les guillemets. Voilà pour très bien. Donc je sauvegarde pas tout de suite parce que là on est toujours avec l'auteur du poème. Donc je vais dire je veux un Python programmeur. Voilà, programmeur. Donc lui c'est l'assistant. Programmeur est 2M, pardon. Alors, je lui demande en Python, mais en fait non, c'est pas Python, c'est PHP. PHP programmeur. Et l'autre, je sais pas, qu'est-ce que ça pourrait être. On pourrait partir sur un truc un peu différent. On n'est pas obligé de faire. On peut dire un chef, tiens, chef. Project chef. Un chef, c'est peut-être plutôt le mec qui fait la cuisine en anglais. Non, on va mettre un security engineer. On va voir ce qu'il fait. On a le mot ingénieur, en tout cas je crois, dans les utilisateurs. Qu'on a ingénieur? Non, on n'a pas ingénieur, pardon. Dans les utilisateurs, on a un truc qui pourrait être intéressant. Bon, on a influenceur, c'est marrant. Ah si, on a ingénieur. On a entrepreneur. Bon, on va mettre security ingénieur. Ok, on va faire un dernier exemple et puis après je vous laisserai là-dessus. Comme ça, vous pourrez aller tester par vous-même. Donc je lance le truc et donc il me détaille le truc, créer un script PHP qui génère un unique one-time token. Voilà. Mais par contre, on n'a plus le truc qui dit Hello Corben. On l'a perdu, cours de route. Bon, c'est pas grave. Là, il va faire une page
hash PHP qui va générer un token. Donc c'est sa façon de reformuler le truc, hein, tant pis. Et donc c'est parti, il commence à coder des trucs. Donc le security ingénieur, il dit voilà, crée-moi une fonction PHP. L'autre, il lui crée la fonction qui va bien pour générer un token 16 bits. Et comme l'autre, il est en sécurité, enfin c'est un security engineer, il dit je voudrais que tu le stockes de manière sécurisée. Là, on est pas mal quand même. On a un ingénieur sécurité qui bosse sur le truc, donc on ne devrait pas se retrouver avec des failles, en toute logique, même si j'y mettrais pas ma main. Là, c'est parti. Il crée une fonction pour récupérer le token. Bon, on va le laisser bosser comme ça. On va pas forcément tout regarder, mais bon, en tout cas, il bosse. Et vous voyez l'idée, en fait. Il produit du code aussi. Alors, c'est pas comme l'autre tout à l'heure où il faisait carrément un fichier. Mais on est sur une discussion, un échange. Donc, ça peut être intéressant aussi de l'utiliser pour voir un peu un espèce de cheminement de pensée. Et après, vous pouvez vous servir de ce code pour le faire vous-même et le mettre le tester en vrai. Pourquoi pas. Je ne pense pas qu'à la fin de la discussion, il me sorte l'ensemble du code, mais on peut essayer, on peut voir. En tout cas, il prend le problème dans son ensemble. Il y a aussi, voilà, c'est pas juste je te fais un code qui génère un token, je te fais aussi un code qui va détruire le token une fois que l'utilisateur a quitté la session, etc. Bon, on aurait pu faire un truc plus simple, c'est pas grave, c'est pas exactement mon idée de départ, hein. Je voulais juste qu'ils disent Hello Corben et que derrière ils mettent un mot random, mais comme je lui ai mis un rôle security engineer, il a dû se sentir obligé de comprendre ça sous l'angle de la sécurité. Et effectivement, un token random, bon bah ça colle. Bah, voilà quoi, comme ça vous avez tout le suivi, on a toute la discussion, on a du code, on a plein de choses. Et donc Camel, c'est vraiment un outil intéressant. Vous pouvez l'installer comme j'ai fait, vous pouvez l'utiliser sur le collab. J'ai pas été voir le collab, mais on peut aller jeter un œil au collab, hein. Il est où le collab? Il est là. Alors, ils ont une petite interface, je crois, il me semble, j'avais vu ça hier. Mais voilà, là bah, en fait c'est la même chose, hein. En fait c'est une implémentation qui est intéressante, que là du coup on peut voir aussi le code source. Donc on peut avoir accès au code source aussi via les fichiers, mais ce que je veux dire c'est que là on voit que c'est pas très long. On a ici, on récupère les trucs. En gros, vous pouvez coder votre propre truc avec ça. Il suffit d'importer les Camel Agents dans votre script. Et puis, pourquoi pas l'améliorer, en fait, faire un chat GPT, etc. C'est juste ce petit bout de code-là à modifier en Python et laisser les éléments discuter. Voilà, bon, là, je vais pas aller jusqu'au bout parce que, bon, je pense que là, ils sont partis tous les deux dans leur délire, les nerds du développement et de la sécurité. Ils s'éclatent. Donc, je vais les laisser s'éclater encore un peu. Mais c'est important pour moi de vous montrer ça parce que là il a terminé. Regardez, Camel Task Done. Là pour le coup, tout à l'heure il avait pas réussi à quitter. Là il lui envoie une commande qui dit c'est bon, c'est fini, on quitte. Donc il a compris qu'il devait quitter. Tout à l'heure il a pas compris. Voilà, ça devait être un petit bug. En tout cas là il a réussi à quitter. Donc je retire un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais voilà, là on a la discussion, on a le code, on a tout. Je crois qu'à la fin du coup il combine toutes les fonctions qu'on a créées pour créer un script PHP qui génère le fameux token. Donc à la fin on se retrouve avec la combinaison de tout ce qu'on a demandé, tout ce qu'on a fait, tout le code, enfin que lui a fait, hein. Moi j'ai rien fait du tout. Et voilà, c'est assez génial parce que par exemple en ce moment je suis en train de coder un plugin WordPress. On peut imaginer très très bien le laisser bosser, quoi. C'est-à-dire lui dire voilà, j'ai une idée, je veux que ça fasse ça, démerde-toi. Et à la fin il me sort un code. Donc maintenant à voir si AutoGPT ou Camel font le meilleur code, je ne sais pas. Mais ce que je peux vous dire, c'est que moi, là, dans les jours qui viennent, je vais continuer à expérimenter ça. Je vais essayer de trouver des nouvelles idées, trouver des nouvelles façons de faire. Un peu comme je l'ai fait avec Midjourney, où j'essaye de reproduire des images hyper photoréalistes en essayant de trouver des nouveaux mots-clés, des nouvelles choses. Bon, là, je vais m'amuser beaucoup avec ça. Ça va sûrement évoluer encore beaucoup. Ça va être assez dingue. Donc, voilà, je vais voir un peu ce que je peux faire aussi au niveau sécurité. On parlait de virus tout à l'heure. Je peux carrément lui demander de me créer un virus. On va voir ce qu'il va me répondre. Alors, je pense qu'il va peut-être râler parce que OpenAI censure beaucoup les contenus. On peut pas lui demander du code pour un virus, mais par des moyens détournés, je suis sûr qu'il y a moyen de trouver un truc comme ça. Voilà, donc du coup, écoutez, moi je vais continuer mes tests. Je vous invite à en faire aussi de votre côté. N'hésitez pas, si vous trouvez des trucs cool, des façons de faire cool, à partager ça avec moi. En tout cas, moi ça m'intéresse. C'est des sujets que j'aime beaucoup là en ce moment, tout ce qui est génération. Moi personnellement, une fois encore, je l'utilise comme un outil, donc ça m'apporte beaucoup parce que j'ai plus de limites quelque part. C'est-à-dire qu'avant, j'avais besoin, quand j'avais une idée, de faire appel à un graphiste, de faire appel à un développeur, de faire appel à un rédacteur, etc., etc.
là maintenant, je peux moi tout seul faire des trucs. Alors je vais pas forcément, ça va pas forcément être super facile. Il faut que je bosse. Il y a quand même du boulot. Mais j'ai plus besoin de prendre des prestats, de discuter, de faire des allers-retours, etc. Alors c'est bien et c'est pas bien. D'un côté, il y a des jobs, des emplois qui vont disparaître. D'un autre côté, moi, c'est pas des services que je peux m'offrir dans l'état actuel de mes finances. Donc du coup, c'est pas mal pour des petits, des gens qui n'ont pas forcément les moyens de mettre à exécution leurs idées, mais qui ont de grandes ambitions, de pouvoir développer des nouvelles choses, etc. Pourquoi pas pouvoir après les monétiser, les vendre, en vivre, et voilà, on peut tout imaginer. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura intéressé. Tout à l'heure, on était sur une dépense de 6 centimes après tout ce qu'on a fait avec ChatGPT, enfin avec AutoGPT, pardon. Et là, on est passé, alors je pense qu'il y a eu le temps de calculer, mais au total, toute cette vidéo, tout ce que j'ai fait là en vidéo, tout ce que je vous ai montré, ça m'aura coûté 38 cents. Voilà, 0,38 $. Donc ça va quoi, enfin je veux dire, ça va pour ce que j'ai produit. Bon, ça reste un coût parfaitement sorbable. Mais c'est intéressant de vous donner comme ça un peu la mesure du truc. Encore une fois, merci pour votre soutien. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!